Euh, Imaginons la scène une seconde. On entre dans un petit café parisien, disons un mardi matin. L'heure de pointe en général. Voilà, exactement, la grosse heure de pointe. On s'approche du comptoir, on regarde le serveur droit dans les yeux et on lâche un «je veux un café bien sec». Aïe. Un «je veux» bien ancré dans le présent de l'indicatif. Alors, grammaticalement parlant, c'est irréprochable, hein. Ah oui, le sujet, le verbe, le complément. Tout y est. Le message est délivré de A à B sans aucune fioriture. C'est presque un idéal d'ingénierie appliqué à la parole, avec une efficacité maximale. Mais socialement parlant, Socialement parlant, c'est une catastrophe. et c'est ça, on vient d'entrer dans la pièce aux commandes d'un énorme bulldozer. Le silence s'installe, le serveur se crispe, et l'ambiance, elle refroidit instantanément. Ouais, et le pire dans tout ça, c'est que l'information brute est parfaitement passée. La commande est hyper claire. C'est clair, on veut un café. Mais on a complètement oublié d'installer ce qu'on pourrait appeler un amortisseur social. L'interaction humaine, ça supporte pas toujours la ligne droite. Non, c'est sûr. Elle a besoin de courbes, de précautions, de nuances, quoi. Un amortisseur, ou disons un vrai gant de velours. Bon, décortiquons tout ça, car notre plongée d'aujourd'hui s'appuie sur un document source fascinant, qui est une véritable leçon magistrale sur ce fameux gant de velours de la grammaire française. Le fameux conditionnel présent. Exactement. Et qu'on saura sur tout de suite, l'objectif de cette analyse approfondie, c'est absolument pas de faire une simple révision scolaire, hein. Non, on ne va pas réciter des tableaux de conjugaison, je vous rassure. Surtout pas. L'idée, c'est vraiment de comprendre intimement comment ce mode grammatical transforme radicalement la communication. Comment il fait passer un discours basique à une expression élégante, polie et surtout nuancée. Tout à fait. Parce que la nuance, ça fait toute la différence. Et il faut d'ailleurs préciser que les notes sur lesquelles on se base aujourd'hui ciblent très spécifiquement un moment clé de l'apprentissage linguistique, le niveau B2. Ah, le cap fatidique du B2. Oui, et c'est pas juste une étiquette sur un diplôme, hein. C'est le point de bascule exact où l'on cesse de simplement survivre dans une langue. Parce qu'avant ça, disons au niveau B1, on est vraiment dans la survie pure. Exactement. On empile des blocs de mots pour obtenir ce dont on a besoin. Manger, se déplacer, demander son chemin. Mais à partir du niveau B2, on commence à véritablement exprimer des subtilités émotionnelles. On cherche à exister socialement. C'est ça. On veut ménager des susceptibilités, convaincre sans forcer, exprimer des doutes. C'est fascinant parce que ça souligne une vérité universelle. Maîtriser ces nuances-là, c'est de tenir la clé pour ne plus jamais paraître brutal ou autoritaire lors d'une conversation francophone. Absolument. Et si on relie ça à la vue d'ensemble, il y a une connexion causale très directe. C'est-à-dire, Eh bien, avant même de comprendre comment construire ce mode, il faut d'abord comprendre pourquoi il est socialement indispensable. pourquoi il a été inventé en premier lieu en fait? Voilà. Le but de ce mode, c'est vraiment d'adoucir la réalité. Sans lui, le français paraît souvent beaucoup trop direct, un peu comme votre exemple du café. Le contraste est hyper frappant dans notre source. La différence abyssale entre ce «je veux un café» qui est correct mais tranchant et le «je voudrais un café» qui est tout de suite sophistiqué et doux. Avec «je voudrais», on feint de ne pas imposer sa volonté. C'est une petite comédie sociale. C'est ça, on présente son désir comme une éventualité, une hypothèse. Ça permet d'adapter son registre à la situation pour demander poliment ou suggérer sans imposer. Je compare souvent l'utilisation de l'indicatif présent pour faire une demande à la conduite d'un bulldozer, comme on disait au début. C'est une très bonne image. Alors que le conditionnel, lui, c'est vraiment le gant de velours. Mais du coup, puisque ce gant de velours est si puissant, comment on le fabrique concrètement? L'ingénierie du conditionnel, c'est presque une formule mathématique. Notre document source détaille ça très bien. Oui, on prend le radical du futur simple La base, quoi. et on y ajoute les terminaisons de l'imparfait. Vous savez, les fameux AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AI et NT. C'est marrant, hein, un mélange de futur et de passé pour parler du présent. C'est très poétique, oui. Si on prend un exemple simple, le verbe parler, ça donne je parlerai. Exactement. Et pour un verbe comme prendre, on enlève simplement le E final pour que ça sonne bien, et ça donne je prendrai. Ça a l'air super simple, présenté comme ça. Ça l'est pour les verbes réguliers. Ouais, mais je note quand même une énorme liste de 13 verbes irréguliers dans la source. Ah, les fameuses exceptions françaises. Être, avoir, aller, faire et j'en passe.
Mais pourquoi diable la langue française oblige-t-elle à mémoriser spécifiquement ces 13 exceptions par cœur? C'est une sorte de torture volontaire. Je vous rassure, ce n'est absolument pas une punition grammaticale. Ah bon? Parce que ça y ressemble vachement. Non, en fait, ces verbes comme serait, aurait, pourrait, voudrait, ce sont tout simplement les moteurs les plus fréquents de la vie quotidienne. Ce sont les mots qu'on utilise le plus, quoi. Exactement. Et il y a une belle ironie là-dedans. Les mots que nous utilisons le plus pour être polis, ce sont souvent ceux qui refusent de suivre les règles classiques. C'est génial. Les rois de la politesse sont des rebelles grammaticaux. C'est l'usure de la langue. Plus un mot est utilisé, plus il se transforme et s'éloigne de la règle de base pour devenir plus facile à prononcer rapidement. Maintenant que l'outil est construit et que nos verbes rebelles sont mémorisés, il est temps de le déployer dans le monde réel. À travers les 5 cas d'usage principaux, oui. Ouais. La source détaille 5 piliers de l'utilisation quotidienne. Et je dois dire que je m'enthousiasme particulièrement pour les 2 premiers. La politesse et les rêves. C'est ça. Utilisation 1, la politesse. Dire « pourriez-vous m'aider » au lieu du terrible « vous pouvez ». Ça change tout de suite la dynamique. L'autre personne se sent respectée. Dès la deuxième, les rêves. J'aimerais voyager, je voudrais habiter au bord de la mer. Ça ouvre un espace immense, non? Complètement. Mais regardons l'utilisation numéro 3 qui concerne les conseils. Ah, donner des conseils sans braquer les gens. Voilà. Pensez à la différence entre « tu dois dormir » et « tu devrais dormir ». Tu dois, c'est tyrannique, limite parentale. C'est exactement ça. Tu dois ne laisse aucun espace. L'interlocuteur se sent coincé. Alors que tu devrais, ça laisse le choix à l'interlocuteur. On suggère doucement. Ça enlève la pression. Oui. Contrairement au tyrannique, tu dois. Et ensuite, on a l'utilisation numéro 4, les fameuses hypothèses. Le classique, si j'avais de l'argent, j'achèterais une grande maison, une belle voiture, peu importe. On crée une réalité alternative en fait. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quoi donc? Le 5e usage mentionné dans nos notes. Le conditionnel journalistique. Ah oui, alors ça, ce qui est fascinant ici, c'est comment les médias utilisent la grammaire comme un véritable bouclier. J'adore cette notion. Le président annoncerait sa démission, Ce mode permet de rapporter des rumeurs ou des informations qui ne sont pas encore confirmées. tout en se protégeant complètement. Exactement. Le journaliste dit en gros que c'est une possibilité, mais qui ne s'engage pas sur la véracité des faits. C'est l'équivalent linguistique d'une immense clause de non-responsabilité juridique. C'est très bien vu. Ça évite les procès en diffamation si l'information s'avère fausse. Un simple petit « errait » à la fin du verbe, et pouf, aucune responsabilité. C'est magique. C'est très puissant, mais bien sûr, l'exploration de ces usages si puissants nous mène naturellement au précipice. Ah, les fameux pièges mortels. Où même les locuteurs les plus avancés tombent régulièrement. Alors là, la source cite une règle d'or absolue. C'est la phrase que tous les francophones connaissent. Allez-y, je vous écoute. Les si n'aiment pas les ré. Incontournable, on ne met jamais de conditionnel directement après un si. Et pourtant, on l'entend tout le temps. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Pourquoi notre cerveau veut-il absolument dire si j'aurai le temps, alors que c'est incorrect? C'est une question de logique mentale très forte. En fait, le si installe déjà la condition. Il pose le décor. Exactement, et ce décor nécessite l'imparfait, donc si j'avais, le conditionnel, lui, est réservé uniquement au résultat de cette condition. L'action qui suit. Je viendrai. Voilà. Le cerveau anticipe le résultat irréel et veut placer la sonorité du conditionnel, le « ré », le plus tôt possible dans la phrase. C'est de l'impatience psychologique. C'est fou de se dire que notre cerveau va trop vite pour notre propre grammaire. C'est souvent le cas. Et d'ailleurs, il y a un autre piège subtil qui est mentionné. La confusion avec le futur simple. Oui, la fameuse différence entre « je parlerai » avec « AI » à la fin et « je parlerai » avec « AIS ». À l'oral, la prononciation est presque identique pour beaucoup de francophones. C'est vrai, le « est fermé » et le « est ouvert » ont tendance à se confondre aujourd'hui. Mais à l'écrit, l'orthographe change tout. Ça marque la différence absolue entre une certitude et une hypothèse. Je viendrai demain, c'est une promesse. Je viendrai demain, sous-entendu, si je peux, c'est juste une possibilité. C'est le genre de faute de frappe dans un email professionnel qui peut te coûter très cher. Absolument. Il faut être très vigilant avec ce petit « S » muet. Bon, une fois qu'on a évité ces pièges redoutables, la dernière étape pour atteindre l'élégance totale, c'est de savoir adapter cet outil à son environnement social. Et temporel, oui. J'ai beaucoup souri en lisant les 3 registres présentés dans la source. Comment ça? Ça commence par le registre familier, du genre « je veux bien un café », c'est tranquille. C'est amical tout en restant poli. Ensuite, le standard,
le classique « je voudrais un café », et on finit par le très soutenu. Ah, les grandes formules de politesse? Ouais, je souhaiterais vivement, ou alors auriez-vous l'amabilité de. C'est presque théâtral. Mais très utile dans des contextes formels ou administratifs. Cela dit, il y a une nuance encore plus avancée pour les niveaux B2 et plus. Le voyage dans le temps? Le conditionnel passé, oui. On utilise l'auxiliaire au conditionnel plus le participe passé du verbe. Par exemple, j'aurais voulu ou je serais venu. Voilà. Et cela soulève une question importante, car cette forme ajoute une véritable couche de complexité émotionnelle. On n'est plus juste dans de la politesse de courtoisie, là. Plus du tout. C'est le temps des regrets. J'aurais dû étudier pour cet examen. Aïe, la culpabilité. C'est aussi le temps des reproches. Tu aurais pu me prévenir que tu étais en retard. C'est incroyable de voir comment une simple modification de l'auxiliaire fait passer la conversation d'une commande banale au restaurant. Ah, à une vraie crise existentielle sur nos choix de vie. C'est exactement ça. On crée des mondes parallèles, passés, qui n'ont jamais existé. La grammaire au service de la psychologie humaine, encore une fois. Pour résumer un peu notre voyage aujourd'hui, le conditionnel n'est vraiment pas qu'une simple ligne dans un tableau de conjugaison. Oh que non, c'est un véritable outil social. Il adoucit nos demandes, il nuance nos propos, il protège même les journalistes et il nous permet d'imaginer l'impossible. C'est vraiment le secret pour transformer un français fonctionnel en un français véritablement élégant. Avant de se quitter, je sais que vous aviez une dernière réflexion à partager. Quelque chose qui n'était pas textuellement dans la source, mais qui en découle. Oui, tout à fait. Une pensée un peu provocatrice pour nos auditeurs. Je suis tout oui. Si la langue française exige de créer et d'utiliser tout un mode grammatical ultra complexe, Rempli de détours et d'exceptions, on l'a vu. voilà, et ça uniquement pour être poli et ne pas paraître brutal, qu'est-ce que cela révèle vraiment sur la culture francophone? Oh, c'est une super question. Est-ce que toute cette architecture linguistique ne prouve pas que, dans certaines cultures, la diplomatie et l'art de l'indirectité sont finalement plus valorisés que la simple vérité brute? On préfère faire des détours incroyables plutôt que de dire les choses en face de manière abrupte. C'est ça, le rituel social passe avant l'efficacité de l'information. C'est une question fascinante à méditer pour quiconque apprend la langue. Une excellente matière à réflexion pour clore cette analyse. Merci d'avoir décortiqué tout ça avec moi et merci à tous d'avoir suivi cette plongée au cœur des rouages de la langue fictive.